la doctrine chrétienne de la découverte, ou quand la religion devient la base sur laquelle s'appuie la définition d'un titre de propriété aux USA. Alors, avant d'analyser ce qu'a impliqué la doctrine chrétienne de la découverte, au niveau des comportements et aussi dans le code de jurisprudence des pays occidentaux, officiellement ou officieusement d'ailleurs, il faut en citer les origines. Alors la base de cette doctrine est scellée principalement par deux bulles papales. La première sous le titre de Romanus Pontifex, fulminée par Nicolas V en 1455, la seconde sous le titre d'Inter Cetera, fulminée par Alexandre VI en 1493. Alors tout d'abord, Romanus Pontifex. Je sais que ça va être pénible à écouter, ces quelques lignes vont être pénibles à écouter parce que vous allez voir le style n'est pas très accueillant, mais je veux juste que vous gardiez en mémoire quelques termes et aussi le ton et le style employés par un représentant de Dieu en matière de géopolitique. Alors Romanus Pontifex, cette bulle fait surface dans le contexte de l'essor de l'Empire ottoman après la chute de Constantinople en 1453. Ce texte, qui concède au roi Alphonse V du Portugal et au prince Henri le Navigateur, ainsi qu'à tous leurs successeurs, toutes les conquêtes d'Afrique, inclut aussi la mise en servitude perpétuelle de tout individu considéré comme infidèle et donc ennemi du Christ, ainsi que l'appropriation de ses biens. Donc, je vais vous lire un extrait de cette bulle. J'ouvre les guillemets. Ainsi, après avoir pesé toutes les conséquences avec la méditation qui se doit, et après avoir noté que nous avons donné par missives antérieures la faculté ample et simple au roi Alphonse d'envahir, de rechercher, de capturer, de vaincre et de subjuguer tout sarrasin et païen que ce soit, et tout autre ennemi du Christ, où qu'il soit, et les royaumes et duchés et principautés et colonies et possessions et tout bien mobile et immobile en leur possession, ainsi que de réduire leurs personnes en esclavage perpétuel et d'appliquer et de s'approprier pour lui-même, son héritier et successeur, les dits royaumes, duchés, principautés, etc., etc., et de les convertir en ses biens et profits, et qu'en ayant sécurisé cette faculté, le dit roi Alphonse, ou par son autorité, l'infante susnommée, a acquis justement et légalement et possède ces îles, terres, ports et mers, et que ceux-ci appartiennent de plein droit au roi dit Alphonse et ses héritiers et successeurs, ne laissons personne contrevenir éhontément à notre recommandation, exhortation, réquisition, don, permission, tâche, constitution, décret, mandat, prohibition et volonté. Quiconque tenterait ceci doit savoir qu'il subirait la colère de Dieu toute-puissante et des apôtres, Pierre et Paul. Voilà pour l'extrait de Romanus Pontifex. Donc je voulais juste vous montrer que c'était plutôt écrit dans le style d'un article qui devait être lu au tribunal plutôt que dans une enceinte spirituelle. Alors, maintenant, en ce qui concerne Inter Cetera, la seconde bulle, à l'époque de la découverte de Christophe Colomb, en 1492, le Portugal et l'Espagne se livrent à une course effrénée pour la suprématie sur les côtes de l'Afrique. Alphonse, le roi du Portugal, affirme alors que la découverte de Colomb entre dans le cadre de la bulle Romanus Pontifex, ainsi que des deux autres bulles 1456-1479. Alors, le roi et la reine de Castille, qui se trouvent être des amis du pape en vigueur à l'époque, c'est-à-dire Alexandre VI, demandent à ce dernier d'émettre une nouvelle bulle intercédant en leur faveur. Donc c'est ce qui fut fait le 4 mai 1493 avec Inter Cetera. Par cette bulle, Alexandre VI concède alors à l'Espagne tous les territoires découverts et bien sûr à découvrir dans la zone située à l'ouest du méridien positionné à 100 lieues à l'ouest des Açores et des îles du Cap-Vert, excepté pour toutes les terres appartenant déjà à un prince chrétien,
C'est ce qui est important. Avant le jour de Noël, 1492. Voilà donc un parfait exemple de complémentarité entre politique et religion, ou leur destin parallèle. Donc il est inutile de vous préciser que dans les bulles dont je parle, il est bien sûr mentionné la sauvegarde des âmes par la conversion des païens. En ce qui concerne l'idéologie du christianisme, donc, il fut souvent cité comme justification des conquêtes le passage de l'évangile Matthieu 16-18. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église, etc. etc. Pour ajouter encore un élément important sur le partage du monde impliqué par ces bulles et sur le rôle du religieux dans les négociations politiques d'alors, je voudrais relater aussi que c'est lors d'un entretien à Marseille, le 12 octobre 1533, que François Ier réussit à convaincre Clément VII, le pape d'alors, d'apporter modification à la bulle Inter Caetera. Lors de cet entretien, il obtient du pape Clément la modification suivante. La bulle Inter Caetera ne concerne plus maintenant que les territoires découverts par les Portugais et les Espagnols et ne concerne pas, de ce fait, ceux qui restent à découvrir. Alors, heureuse coïncidence, Jacques Cartier découvre, entre guillemets, le Canada un an plus tard. Toujours dans le but de souligner le mutualisme entre politique et religion dans la conquête des âmes de l'Ouest et l'annexion de territoires, je voudrais démontrer maintenant comment un passage de la Bible devient titre de propriété. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet de la doctrine chrétienne de la découverte et comment elle est à la base du titre de propriété américain. Alors Johnson contre Mackintosh, 1823. Vous voyez que c'est un peu plus tard. Alors tout commence en 1775, lorsque Johnson fait l'acquisition d'une parcelle de terre auprès des Indiens Kaskaskias. Un an après, en 1776, c'est l'indépendance américaine. De ce fait, toutes les transactions ayant été effectuées entre Amérindiens et colons peuvent alors être remises en question. La naissance des USA comme entité souveraine lui donne la légitimité pour prescrire ses propres lois définissant l'acquisition ou la validation d'un titre de propriété. C'est justement en 1818, presque 40 ans après, que les USA vendent une portion de terre à un dénommé Mackintosh. Ce terrain, qui se trouve dans la région étant devenu l'Illinois, comprend la parcelle de terre acquise jadis par Johnson. Alors, qui de Johnson au Mackintosh possède alors un titre de propriété prédominant? C'est donc ce qui fut déterminé par la Cour suprême des USA lors du procès Johnson contre Mackintosh en 1823 et qui fit dès lors office de référence en matière de droit sur la propriété foncière. Alors, voyons maintenant sur quelle base étonnante le verdict fut prononcé. Tout d'abord, un extrait du texte du juge Marshall dans son ouverture de corps de rendu de justice. J'ouvre les guillemets. À la découverte de cet immense continent, les grandes nations européennes s'empressèrent de s'approprier pour elles-mêmes le plus possible de terres qu'elles purent respectivement acquérir. Cette grandeur de territoire offrait un énorme champ pour l'ambition et l'entreprise de tous. De plus, le caractère et la religion de ses habitants fournissaient une bonne excuse pour considérer les Indiens comme un peuple sur lequel le génie supérieur de l'Europe pouvait affirmer une ascendance. Je ferme les guillemets. Donc la déclaration de Marshall au sujet de l'ascendance fait évidemment référence à la supériorité du christianisme, puisqu'il explique aussi ensuite que pour une vision correcte des affaires amérindiennes au temps des dons qui furent faits par les divers rois d'Angleterre, il faut d'abord se pencher sur la religion de l'époque. Comme je l'ai déjà mentionné, les pères spirituels de la chrétienté donnaient beaucoup d'importance à Matthieu 16-18. Alors, les Portugais avaient bénéficié de la bulle de Nicolas V, les Espagnols quant à eux de celle d'Alexandre VI, et comme je l'ai ajouté, François Ier, quant à lui, avait fait modifier la seconde.
Alors le juge Marshall insiste aussi sur un passage de la charte anglaise stipulant que les peuples chrétiens avaient le droit de prendre possession des terres et pays découverts, pourvu que ceux-ci soient habités par des individus non chrétiens. Alors en bref, pour constituer une base de réflexion sur laquelle régler le litige, il fallait catégoriser les nations entre nations civilisées et nations non civilisées. Alors d'un côté, les nations européennes détentrices d'une indépendance parfaite, de l'autre côté, les nations amérindiennes affublées d'une indépendance dite imparfaite. C'est donc sur la base de cette échelle de valeurs issue de la doctrine chrétienne de la découverte que la transaction entre Johnson et la tribu des Kaskaskias, qui avait eu lieu en 1775, fut alors invalidée. La tribu amérindienne possédant une indépendance imparfaite avait en pratique perdu son droit de propriété dès l'arrivée des chrétiens. C'est ainsi que ces conclusions furent alors imbriquées dans la jurisprudence américaine et que la doctrine chrétienne de la découverte, même si nommée autrement plus tard, devint le fondement de la propriété foncière aux USA. Dans les multiples procès qui suivirent, basés sur le même style de litige, c'est toujours le Johnson contre McIntosh qui était alors invoqué. D'ailleurs, pour étayer cet exemple et en même temps couper court au discours qui ferait remarquer que les bulles pontificales ne concernent que les catholiques, voici l'exemple du procès de la tribu des Teton contre l'État de l'Alaska, et cette fois-ci en 1955, donc avant-hier. Alors le cas, les Teton sont une tribu de la région de l'Alaska qui clamait lors de ce litige le droit d'occupation de leur territoire d'origine. Alors le résumé légal. La doctrine de titre de propriété par la découverte n'est pas juste une doctrine catholique romaine, mais plutôt un principe auquel toutes les nations chrétiennes adhèrent. Le résumé explique ensuite que, même si les USA ne reconnaissent pas les papes comme la source de leur titre de propriété, le concept de titre de la découverte était fondé sur la même idée que les terres occupées par des païens et infidèles étaient ouvertes à toute acquisition par les nations chrétiennes. Alors le verdict en ce qui concerne les Teton ne peuvent pas avoir un titre de propriété valide puisque sous le concept de la conquête et sous le concept du verdict Johnson contre McIntosh, leurs droits étaient donc caducs dès l'arrivée des chrétiens. De plus, comme aucun titre digne de ce nom ne leur était reconnu, ils n'avaient pas droit non plus à des compensations. Alors sans commentaire. Pour revenir sur le procès Johnson contre McIntosh et finir sur le sujet par une touche d'humour, je ne peux pas résister à l'envie de vous faire part d'une remarque du juge Marshall. Alors pour expliquer la conquête et les situations exceptionnelles qu'elle avait pu engendrer, il évoqua un concept d'échange, dans le sens où les Indiens, en guise de contrepartie pour la perte de leurs terres, avaient reçu en échange la civilisation et le christianisme. Entre parenthèses, ils reçurent donc à nouveau les deux choses qu'ils avaient détruites. Je voudrais finir par une citation du premier président de la République démocratique du Kenya qui s'appelait Jomo Kenyatta et qui résume un peu tout en ce qui concerne ce titre de propriété validé par la religion. Alors, quand les missionnaires sont arrivés, ils avaient la Bible, nous avions la terre. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient la terre, nous avions la Bible.